Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un labo où on regarde, on analyse et on critique les comédies françaises. Et aujourd'hui, à juste titre, parce qu'aujourd'hui, c'est un truc très 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 sérieux, on va parler de I Feel Good, une des comédies sociales de la rentrée. Autour de la table pour en parler, j'ai deux cinéphiles altermondialistes, Hugo Alexandre. Salut Daniel. Et Yerim Sarr. Salut. Monique! Qui c'est celui-là? Mon frère, c'est Jacques. Il s'appelle Jacques. Moi, comme je dis toujours, si t'as pas un peignoir et des mules à 50 ans, t'as pas réussi ta vie. Vous penserez à votre carte bleue? Oui, Yannick. Monsieur Cora! Accueillir ceux qui n'ont rien. C'est le principe de tous les Emmaüs. Bon, si tu restes, il faudra bosser. Oui, non, mais bien sûr, c'est prévu. J'avais lu un article comme quoi des tas de milliardaires avaient commencé dans leur garage. Je voulais inventer un truc simple, mais qui me rendrait riche. Comme le Rubik's Cube. Ou les séries américaines. À ton avis, pourquoi je me suis fait chier à trouver une idée géniale? C'est quoi ta grande et belle idée? C'est de rendre les petites gens beaux. T'as un gros potentiel de séduction, hein. Ça dirait de sortir de ta chrysalide? Dis-moi le secret de ta réussite, s'il te plaît, Jacques. Ce qui compte maintenant, c'est l'individu. C'est l'individu, c'est ça qui compte. Alors, juste pour la faire courte, c'est le nouveau film de Benoît Delpine et Gustave Caverne. Avec, ce coup-ci, c'est une belle prise dans leur arsenal d'acteurs. C'est Jean Dujardin qui part retrouver sa sœur, qui est jouée par Yolande Moreau, et qui dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Et donc, lui, c'est un peu un bon à rien qui n'a qu'une obsession, c'est de trouver l'idée qui va le rendre riche. Et donc, du coup, retrouvailles familiales, mais aussi le choc des civilisations et des cultures. Ça te fait rire, Hugo, de ce pitch? Ouais, c'est assez drôle. Dans l'absolu, c'est assez drôle. En tant qu'amateur de comédie française, je peux que saluer ce film qui est hyper drôle. Dujardin, il est on fire. C'est assez fort. Mais en tant qu'amateur du cinéma de Caverne et de Lépine, je suis un poil déçu. Parce que je ne retrouve pas les traceurs du cinéma de Caverne et de Lépine, comme dirait Jean-François Piège. En fait, Putain, c'est élitiste aujourd'hui. Ce que j'aime bien chez eux, c'est leur road movie, en fait. Le côté... on va rencontrer une galerie de personnages et puis plein de seconds rôles, tous plus fous les uns que les autres. Et là, en fait, ils ont trouvé ce décor du village Emmaüs de Pau, là. Et en fait, je crois que leur idée, c'était vraiment ils ont découvert cet endroit, ils se sont dit qu'il faut absolument qu'on fasse un film ici. Et du coup, ils ont brodé un film autour de cet endroit. Et donc, du coup, ça, je trouve ça un peu statique, même si, on a un personnage qui est joué par Jean Dujardin, qui est hyper drôle. Et puis, qui a toujours les petites fulgurances de Caverne et de Lépine dans les répliques, dans le... Très post-macroniste, hein, pour le dire. J'ai retenu une réplique, notamment, c'est « Je te laisse payer, j'ai que des bitcoins ». Et voilà, il y a plein de petites fulgurances comme ça, mais après, sur la durée, je trouve que ça tourne un peu à vide, quoi. Et en plus, il y a une espèce de... Enfin, il y a un schéma, en fait, il trouve un business et finalement, il se dit qu'il va faire un truc de chirurgie esthétique complètement improbable en Roumanie. Oui, ça sonne, faire la chirurgie esthétique low cost en Bulgarie. Ça sonne comme vraiment un gag. Yerim, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, j'ai bien aimé. Après, je trouve que le virage en fait que tu décris dans leur ciné, c'était pour moi un peu amorcé avec Saint-Amour, c'est-à-dire qu'en fait t'as toujours eu beaucoup de bienveillance en fait dans leur cinéma, mais tu sais qui prend le pas de plus en plus sur l'humour noir qu'ils avaient pour le coup beaucoup plus avant et qu'ils ont de moins en moins maintenant. Après, donc ouais, en fait c'est très gentil. Après le côté humour noir, il est juste du côté du personnage de Dujardin, parce qu'en fait il est concrètement insupportable, parce que c'est un peu la version macroniste, comme tu as dit, d'un mec qui aurait vu Scarface et qui se rêve en grand trafiquant international, sauf que lui, tu as l'impression qu'il a vu Macron, ou juste, comme on le voit dans le film, qui lit Bill Gates, tu vois, genre la réussite et tout, machin, sauf qu'il sait rien faire. En plus, il y a un système de flashback qui fait que tu comprends de plus en plus, parce qu'au départ, tu peux penser que c'est quelqu'un qui, par exemple, a été riche et qui est un peu déchu de son statut. Et en fait, non, c'est juste un bon à rien, mais qui s'est toujours vu comme quelqu'un qui avait énormément de choses à apporter à ce monde, etc. Donc ça marche. Et en fait, il y a un truc qui pour moi serait une faiblesse, mais qui l'est pas, c'est grâce au casting. C'est-à-dire qu'en vrai,
Je pense que si tu mets n'importe qui avec ce type de rôle et ce type de répliques qui sont à la limite de l'absurde des fois, c'est-à-dire c'est quand même quelqu'un qui va voir des bénévoles Emmaüs pour leur dire tu peux faire de la chirurgie esthétique et devenir acteur. Donc, et je pense un qu'en mec fait, de 70 ans, il lui dit tu vas être ça. footballeur. Et le mec, il dit, ok, putain, ouais. ouais. Il dit t'es sûr? Elle fait ouais, bien sûr. C'est ça. Et en fait, je pense que si t'enlèves Dujardin, le film perd énormément, même avec la même écriture et le même et quelqu'un qui essaierait de jouer ça, en fait, je pense que ça marcherait pas. Bon, après Yolande Moreau, elle, pour le coup, il l'utilise comme beaucoup de gens l'utilisent, c'est-à-dire qu'elle a le côté meuf la plus gentille de la terre, Un peu BA, un peu lunaire complètement et tout. Et bon, il y a un truc que tu sens venir à la fin et qui se réalise vraiment à la toute fin, qu'on va pas révéler, mais qui est... Ah putain, moi je l'ai pas senti, j'ai pas senti le... même avec le truc, quand tu sais qu'elle lui a donné la photo Ah, dans sa j'ai poche, pas senti j'ai le pensé truc direct. final. Mais Je trouvais ça plutôt assez mignon en fait. Ouais, c'est super mignon. C'est un film globalement assez mignon, alors que globalement il filme un peu cette espèce d'endroit comme un ramassis du hurluberlu. Moi j'ai trouvé qu'ils étaient pas si tendres, ça m'a fait penser presque à Dodescaden dans un autre genre. Ils sont tous un peu chelous sur le fil du rasoir entre se moquer des gens, mais enfin tu sens quand même qu'ils ont beaucoup d'amour pour eux et que voilà qu'ils filment avec bienveillance, et ça depuis le début même. Enfin, je trouve que même dans leur premier film, tu sentais de la tendresse pour des seconds rôles qui étaient hilarants et grotesques d'une certaine manière, mais enfin on se moquait jamais de ces gens vraiment, quoi. On va s'écouter un petit passage. Tu connais la Trump Tower? Non, j'y suis jamais allé. Bah tu vois là, je verrais bien ma tour. La Pora Tower. Toi, papa et maman, vous avez jamais cru au capitalisme. Jamais. Merde. Pas Karl Marx qui va t'aider à avoir un jacuzzi ou une pergola. Jacques, jusqu'à présent, on a réussi à vivre ensemble sans que l'argent nous pourrisse. C'est beau. Alors, cache pas tout. J'ai un projet fantastique. C'est comme si j'avais reçu quelque chose. Et ça a failli être un coup de pied au cul. Et dire que j'ai commencé avec un peignoir et des mules. Et j'aurais jamais pensé que j'apprécierais un film aussi proche de Zebda, en fait. c'est vrai qu'il ramène... c'est pas le groupe entier à la fin, mais il y a... c'est quoi? Il n'y a pas tous les membres? Je crois pas, il y a pas Majid Cherfi, je crois qu'il est pas là. En gros, il y a que ceux qui ont le crâne rasé. Tu veux dire qu'ils se sont engueulés? C'est un peu... non, mais je sais pas, justement. Mais effectivement, il ressuscite une partie de Zebda. Attends, tu veux dire que Zebda, il y a ceux qui ont le crâne rasé et ceux qui n'ont pas le crâne rasé, il y a en deux, tout cas, je sais que dans le structures. film, t'as pas Cherfi dedans. À moins que j'ai loupé, mais je pense pas. Mais il fait autre chose, Majid Cherfi, maintenant. Il écrit des bouquins, il a peut-être pas le temps. D'accord. C'est un peu Freeman. C'est un peu, il s'est cassé de Hayam, alors. On va dire ça. Non, mais du coup, il y a un vrai truc une vraie tendance de la comédie sociale, et eux, ils ont toujours été là, en fait. Il y a un côté très authentique que j'ai trouvé dans ce film-là, et c'est aussi le fait que ils ont vraiment tourné dans les lieux, quoi, in situ, et il y a des moments complètement absurdes. Et je me demande toujours, est-ce que cette maison faite de triangles, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment un mec chelou? Parce que ça fait un peu art moderne de récup, en fait. Je crois que ça existe, hein, et c'est la raison pour laquelle ils ont fait ce film, c'est que cet endroit est incroyable, et donc il y a des super plans. Et la Pora Tower, je crois que j'ai l'impression qu'elle existe vraiment, parce que c'est pas spoiler que dire que il arrive à créer sa Trump Tower, mais il s'appelle Pora, donc c'est moi. Et en fait, ouais, t'as plein de plans assez beaux sur cet endroit qui est assez fou. Mais parce qu'on reste un peu tout le film à cet endroit-là. Il y a un petit écart par la Roumanie à un moment, mais c'est juste une virgule, quoi. Alors, c'est une virgule, mais tu sens qu'elle a été tournée un peu à l'arrache. Tu sens qu'ils n'ont pas eu les droits de... Toujours. Ah ouais. Tu vois surtout des autoroutes. Hein, donc... C'est vrai, mais il y a un côté vraiment... Ah oui, il y a un côté absurde où à un moment, ils sont dans l'autocar, en fait. Et... Oui, parce que lui, en fait, leur fait croire que c'est un avion. Et donc, il les fait entrer dans un autocar avec des bruitages et des trucs. L'autocar, il est en train de partir en vrille. C'est assez rigolo. Alors, d'où ils peuvent aller, en fait, leur cinéma, puisque là, ils ont un peu exploré tout le spectre de
l'altermondialisme, qu'est-ce qu'ils peuvent aller, où est-ce qu'ils peuvent aller plus loin que de détourner les gens du jardin, quoi. Déjà, il y a un truc, c'est quoi? Il y a quand même ce truc de détourner, entre guillemets, des acteurs connus, voire très connus. Même si ils avaient toujours eu des bons feelings avec Depardieu, donc effectivement, ils répondaient toujours présents et tout. Mais à part continuer là-dessus, parce que pareil, c'est vrai que c'est assez cool finalement que Dujardin il ait accepté par rapport à ce projet-là et tout. Surtout que ça le ramène dans une forme d'humour qui faisait plus trop, en fait, qui faisait plus trop depuis OSS 117. C'est-à-dire que c'est pas un personnage, c'est un personnage de sketch en fait, son perso, mais c'est poussé vraiment à l'extrême. C'est-à-dire comment un type comme ça peut interagir avec le monde extérieur. Effectivement, ça donne n'importe quoi à chaque fois. Après, il y a un truc, par contre, à ma connaissance, qui faisait beaucoup moins avant. Enfin, c'était vraiment pour des rôles très, très secondaires. C'est-à-dire prendre, entre guillemets, des vrais gens ou des gens qui ressemblent à des vrais gens. Et parce que dans celui-là, en fait, si t'es pas au courant, tu peux presque croire que ça a été inventé. Que le groupe... Non, justement, tu peux presque croire que le groupe de gens d'Emmaüs sont pas des acteurs, ils sont des vrais gens d'Emmaüs. Alors, en fait, c'est pas tout à fait ça. Non, il y en a certains qui ont accepté, il y en a d'autres qui n'ont pas accepté. Mais dans les principaux, en fait, c'est vrai que t'en as que 2 qui sont, je crois, comédiens pro. Et les autres, en fait, c'est des proches de Kervern et de Lépine. Donc, effectivement, ça donne... C'est des réguliers de leur cheptel Groland, quoi. Alors, il y a ça, mais il y en a, par exemple, qui étaient juste apparus peut-être dans 3 sketchs de Groland, tu vois, c'était pas non plus... Et en fait, c'est vrai que ça donne un truc qui peut desservir par moment parce que, en fait, t'as un décalage énorme entre le jeu de Dujardin et tout le reste, en fait, tous les gens à qui il s'adresse. Et donc, des fois, ça rend le truc vraiment beaucoup plus comique. Et des fois, c'est vrai que peut-être ça tombe un peu à plat parce que il a une réponse en face qui est très, très pragmatique et qui est sans fantaisie, en fait. Mais je pense qu'après, c'était leur parti pris aussi d'aller dans cette route-là, quoi. Je suis assez fan du fait que Jean Dujardin retourne de temps en temps à la Tessie pour démonter des bagnoles. Ah ouais, pour démonter sa propre bagnole. Mais qu'il la revend sur eBay, en fait. Un truc comme ça. C'est ça qui est bien chez Kervern et de Lépine, en fait, c'est qu'ils convertissent des acteurs qu'on connaît très bien dans leur... ou pas des acteurs, genre Michel Houellebecq, par exemple. Ouais. Ils vont chercher Michel Houellebecq et ils en font un personnage de Groland, quoi. Et ils ont fait ça avec Depardieu, Poulvord, plein de gens. Et c'est, à chaque fois, c'est intéressant. Et Vincent Lacoste. Et Vincent Lacoste. Et donc, cette fois-ci, Dujardin, là, qui apparemment a pris 5 kilos, il s'est fait une coupe un peu bizarre, un look particulier. Et du coup, c'est assez étonnant. Plus, il y a un truc un peu méta, mais je pense que là, pour le coup, vu les délais de tournage et tout, ils pouvaient vraiment pas s'en douter. C'est que tu sais, t'as tous les mèmes qui ont fleuri sur Internet entre la comparaison OSS 117 et Emmanuel Macron. Et en fait, là, c'est assez drôle de voir Dujardin lui-même qui cite Macron. Macron qui est presque OSS, quoi. Et ouais, voilà, t'as une espèce de boucle assez marrante. Et je pense vraiment pas qu'il pouvait prévoir ça parce que je crois pas. Le film. À tout moment, t'as l'impression qu'il va dire, qu'il va filer une photo de Macron en disant notre raïs, quoi. C'est ça. Donc, en fait, oui, c'est pas mal si tu le regardes sous ce prisme-là. Les gars, c'est la tradition. Je vais savoir combien de votre tirelire altermondialiste, combien vous mettez. Toi, Yerim, tu mets combien? Ouais, je peux mettre 4-5 euros s'il y a une promesse derrière que c'est reversé à Emmaüs ou un truc comme ça. Mais je pense que eux, ils seraient pas contre que tu mettes une somme comme ça parce que bon, ils ont fait plusieurs films. Maintenant, ils ont quand même leur propre économie, ils ont leur propre écosystème. Mais ils seraient pas contre le fait que tu gruges à l'entrée, tu rentres par la sortie et que tu files le punk. Et toi, tu mets combien? Moi, je mets toujours plein de tarifs pour Kervern et de Lépine. 12 balles. T'es un vrai fan. Même 14. 14 ouais. C'est la première fois que quelqu'un nous dit plus que le prix. Tu veux le voir en 4DX? Oui, parce que je les encourage. Il y a une scène dans une poubelle, donc la 4DX peut être compliquée. Ah oui, si ça te balance de la flotte et des odeurs. Des odeurs. Bon, à part, je donne le plein tarif et ouais, voilà, je fais ça. Je rentre en loose day dans la salle. J'ai repéré quelques portes de sortie au MK2. En plus, tu sais, j'ai choisi les MK2 stratégiques. Et je rentre par la porte de sortie et je donne les 10 euros à Emmaüs pour une bonne œuvre. Et puis maintenant, c'est l'heure des recos. Hugo, qu'est-ce que tu pourrais nous recommander? Moi, j'étais pas hyper inspiré, donc je me suis dit quel est le meilleur film de Kervern et de Lépine. C'est probablement Mammouth avec Depardieu. Donc c'est l'histoire d'un. D'ailleurs, ça rejoint un peu les thématiques de ce film-là. C'est un retraité qui doit retrouver tous ses anciens patrons qui l'ont pas déclaré en fait parce qu'il a besoin de papiers.
Et donc du coup, c'est justement ce que j'aime chez eux, c'est c'est vraiment une galerie de personnages. Donc t'as Ciné, t'as Poulvord, t'as Bouli Lanners, Anna Mouglalis qui défilent, et à chaque fois c'est un truc extraordinaire. Et Depardieu qui mène le jeu, qui est marié avec Yolande Moreau aussi dans le film. Donc c'est vraiment l'esprit Charlie Hebdo de quand je le lisais en 94 quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment ce qu'ils ont fait de mieux, je pense. Et toi alors, qu'est-ce que tu nous recommanderais? Pareil, j'étais pas super inspiré, donc je dirais les saisons 2 et 3 d'une série qui s'appelle Preacher, parce qu'en fait la saison 1 elle était un peu relou. Je me suis arrêté à ça. Mais moi, okay. moi je suis grand fan de la BD. J'ai tout lu. Ouais, lu. Voilà. Et en fait, ils enclenchent vraiment les délires de la BD. Bon, pour aller super rapidement, c'est un prêtre qui reçoit un pouvoir divin qu'ils appellent Genesis. C'est-à-dire qu'en fait, quand il te parle, genre c'est les mots de Dieu. Voilà, c'est la voix de Dieu. C'est genre, s'il te dit, je sais pas, va faire une roulade, en fait, t'as pas le choix, t'es obligé de le faire et tout. Et sachant que c'est un prêtre très particulier, c'est-à-dire c'est un ex-braqueur, etc. Donc des fois, il a juste des coups de mou, et par exemple, il se fait contrôler par des flics, et puis ça le saoule, donc il fait toi, par exemple, prends ta gazeuse et gaze-toi les couilles avec le flic qui est obligé de le faire et tout. Donc voilà, t'as ce genre de passage. Est-ce qu'il dit go fuck yourself? Non, mais parce à un moment, parce que c'est ce qui arrive dans la BD. Il y a une version parallèle un petit peu de ça, c'est-à-dire que quelqu'un, le chef d'une espèce de secte qui convoite ses pouvoirs, il a plein de microfilms devant lui pour essayer de le contraindre à faire quelque chose, sauf que le prêtre s'en fout. Et donc, il se casse et il se retourne, il fait une dernière chose, foulez-toi dans le cul. Et voilà, après, disons que tu vois pas ça, mais tu vois le mec d'un air très, très contrit commencer à déplier tous les microfilms. Et voilà. Ah, ouais, ok. Je reconnais l'esprit Preacher, Seth Rogen, un petit peu. Et il y a Hitler qui s'évade de l'enfer, ce qui est quand même le gag le plus con du monde, et qui travaille dans une sandwicherie. Ça arrive dans une OAV de Dragon Ball Z aussi. Il y a Hitler en enfer. C'est vrai, mais c'était une version parallèle. Genre, c'était pas la version en salle, parce que c'était très bizarre de voir Trunks et Sangoten tuer des nazis. Ça a été censuré en salle en France à l'époque. Ils avaient mis des croix comme ça à la place des croix gammées. Évidemment. Et pour ma part, je vais parler juste du retour du héros. On en a pas mal parlé à l'époque. Et le retour du héros, c'est quand même pour moi le retour du Jardin. Parce que c'est OSS, mais à l'époque pré-napoléonienne. Et il est hilarant parce qu'il le jouait exactement comme OSS. Juste il a une moustache. C'est la seule différence. Et c'est marrant parce qu'il y a Mélanie Laurent, c'est son meilleur rôle comique, qui joue un peu le côté sérieux en fait. Elle joue nous qui sommes devant OSS, et c'est assez intéressant d'avoir toujours un personnage comme Dujardin. Il est intéressant justement dans ce film-là parce qu'il y a Yolande Moreau qui est le contrepartie du arrête de déconner, et voilà, ils font un personnage solide en face de OSS. Dans OSS, il y a toujours un personnage féminin qui lui ramène à la raison en lui disant arrête tes conneries. Et voilà, c'est les meilleurs moyens d'utiliser le talent du Jardin, c'est d'avoir une contrepartie. Donc le retour du héros, c'est presque un cas d'école. Merci à Jules, notre barbu à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées, et sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et même d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, ça sera sans doute une comédie moins politique. Là, on a passé un tunnel politique. Là, maintenant, ça y est, la fin d'année approche. Ça va retour à la gaudriole, à l'éclate, à la rigolade. On vous embrasse très fort. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao.